Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Salut tout le monde, bienvenue au 11e épisode spécial pour les abonnés du podcast. Très content d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie encore comme d'habitude de me soutenir dans ma passion de partager ce que j'apprends sur les finances personnelles. C'est super apprécié. Merci encore. Sans plus tarder, je réponds aujourd'hui à 5 questions. La première provient de Mathieu qui m'écrit « Salut, je viens de commencer ton podcast. Je suis rendu au 9e épisode et je trouve ça super intéressant. J'ai 22 ans et il dit qu'il vit le même genre de philosophie que moi, soit qu'il est capable d'épargner tout en n'ayant pas l'impression de se priver. Il dit qu'il y a 2 questions pour moi pour l'instant. Et la première, il me demande « Quand tu dis savoir gérer ses émotions, tu fais référence à quoi? » Donc, je disais « Salut Mathieu, merci de m'écouter et bravo de gérer tes finances à 22 ans, c'est quand même impressionnant. » J'ai dit que quand je dis gérer ses émotions, c'est juste de ne pas paniquer quand son portefeuille baisse et de vendre des actions ou de ne pas réussir à dormir quand le marché boursier baisse. Il faut donc comprendre que la volatilité du marché boursier fait partie de la bourse et que c'est le prix à payer, ou plutôt de tolérer cette volatilité-là, qui va nous permettre de profiter des rendements qui sont associés justement à ce marché boursier-là volatile. La deuxième question de Mathieu, il me disait en fait, qu'est-ce que je peux faire avec le compte épargne-études enregistré de mes filles? Il me demandait, est-ce que c'est seulement pour payer les études? Si oui, qu'est-ce qui se passe si le compte a encore beaucoup d'argent et que mes filles ont fini d'étudier? Est-ce que je peux récupérer l'argent ou je suis imposé sur le montant? Bon, il disait merci de partager tes connaissances, c'est super, de rien Mathieu. Donc pour le RE, je disais tout dépendamment avec qui tu fais affaire, ça dépend. Quand j'étais avec Industriel Alliance, mes filles pouvaient faire n'importe quoi avec leur argent. Mes parents, eux, étaient avec Universitas et ça pouvait juste permettre de payer des trucs d'école. Donc moi, vu que je le gère tout seul, suffit que mes filles passent 13 semaines de mémoire là, dans un cégep ou un programme professionnel et elles vont pouvoir retirer, si elles veulent, 100% de leur argent et faire ce qu'elles veulent avec. Donc, elles pourraient s'acheter un char, elles pourraient s'acheter un duplex, elles pourraient s'acheter du linge, voyager, peu importe. Stratégiquement, bien sûr, l'idéal, c'est de retirer les montants progressivement durant les études pour ne pas payer d'impôts ou en payer très peu. Mais s'il en reste à la fin, elles peuvent bien l'utiliser et le mettre dans un CELIAP, par exemple, pour acheter une future maison. Même chose pendant les études, elles peuvent retirer 10 000 $ pour s'acheter une voiture ou payer leur loyer. C'est très flexible de façon générale. S'il en reste quand même à la fin, malgré tout ça, ben, il y a 6 mois pour sortir ce qui reste du compte à la fin des études. C'est important de noter qu'on peut laisser le capital fructifier pendant tout le long des études pour augmenter le rendement et retirer ce qui nous revient tout simplement à la fin. Donc, exemple, mes filles arrivent avec, on va dire, 70 000 chaque aux études. Sur ça, j'ai mis 50 000, donc ils ont 20 000 qui leur appartiennent. Je ne suis pas obligé, quand ils commencent le cégep, d'enlever tout de suite mon 50 000. Je peux décider de le laisser là sans aucune pénalité. Et ça permet à mes filles de continuer à profiter du rendement pendant leurs 7-8 ans, on va dire, de cégep université. Et à la fin, je peux retirer mon capital. Mais je peux le retirer quand je veux aussi. Je peux dire, ben regarde, j'enlève tout au début, je l'investis dans mon CELI. Puis elle, ben, il leur reste 20 000, qu'elle s'arrange avec ça pour essayer de survivre pendant les études. Troisième question, c'était Marika. Donc Marika m'écrit « Bonjour, j'ai une petite question. Je suis en train d'écouter ton podcast que j'adore. Merci Marika. » Puis elle ne sait pas si j'avais déjà répondu à une question similaire, mais si oui, référé à l'épisode. Bref, je n'avais pas déjà répondu si je réponds aujourd'hui. Elle me dit qu'elle est début vingtaine, puis elle dit qu'elle a un projet de s'acheter une maison à la sortie de l'université dans 3-4 ans environ. Elle disait qu'elle allait remplir son CELIA, mais elle ne sait pas trop dans quoi le placer. Elle me demandait s'il y avait un FNB qui correspondait bien à un placement court terme avec un bon rendement. Elle me disait merci, continue ton bon travail, j'y donne envie de lire plein de livres, tant mieux, c'est ça l'objectif. C'est une question que je reçois tellement souvent, là, dans quoi placer mon CELIAP ou dans quoi placer mon argent à court terme pour une maison ou un voyage et faire des rendements en même temps. Donc, par exemple, Alexandre m'avait écrit un petit peu après Marika, il disait
qui avait 23 ans, qui venait d'ouvrir son CELIAP et qui aimerait maximiser ce nouveau compte-là pour une future maison. Il se demandait s'il devait investir tout ça en actions dans VEQT ou VAV, par exemple, ou trouver un FNB plus stable parce qu'il veut retirer l'argent dans 3 ans environ pour une mise de fonds. Il dit qu'il n'y a pas un horizon de 10-15 ans conseillé pour un portefeuille full action. Donc, qu'est-ce que je ferais à sa place? Donc, vous voyez, c'est le genre de questions. Ça, je reçois ça une fois par semaine, ce genre de questions-là. Et ça revient à une question similaire également à l'épisode 17. Là. Donc, bref, je vous dis la réponse que j'avais offerte à l'époque. En fait, que j'ai offerte à Alexandre. Le principe est le même. Et ensuite, je la nuance pour Marika. Donc, le problème, c'est qu'à court terme, c'est difficile de promettre de bons rendements en protégeant aussi le capital. Donc, on ne peut pas, comme on dit souvent, avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, pour en revenir à la question, c'est difficile parce que selon ce que j'ai lu, mais surtout entendu dans des podcasts, on est comme à la frontière là, à 3-5 ans. Là. Ce que j'ai beaucoup entendu, c'est qu'en bas de 3 ans, tu devrais garder tout cet argent-là dans des liquidités, donc protéger le capital à 100%. Et en haut de 3 ans, on peut commencer à mettre des obligations, donc dans du, par exemple, 40% actions, 60% obligations. Mon point de vue personnel, c'est qu'en bas de 2 ans, j'aurais en effet une approche beaucoup plus safe, donc dans un FNB, par exemple, comme cash.to. Mais si c'était plus de 2 ans, j'irais peut-être plus avec un FNB comme VCNS, qui est 60% obligations, 40% actions, pour avoir un petit edge du côté des rendements. Et quand il reste ensuite 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans, ben, tu peux commencer à switcher, à transférer plutôt des fonds dans cash.to ou un produit qui protège davantage ton capital. Attention, c'est pas un conseil. Sache qu'il existe aussi des produits 80-20. Donc, tu peux avoir tout type de produits avec tout type de compagnie. Là. Donc, moi, ce que je ferais avec un horizon de 3 ans, j'irais avec VCNS qui est 60-40 pendant peut-être 1 an, 1 an et demi. Puis ensuite, je transférerais le tout dans cash.to avec le nouveau capital également qui serait investi dans cash.to jusqu'à l'achat de la maison pour que mon capital soit protégé. Donc, quand Marika m'a écrit, les taux d'intérêt étaient moins intéressants. Donc, c'était moins intéressant un produit comme cash.to. En ce moment, avec en haut de 4%, c'est sûr que c'est intéressant avec ton capital protégé. Peut-être que là, les taux d'intérêt vont diminuer, puis lorsque l'épisode va sortir, en fait, il va sortir dans 2 semaines, je pense pas, là. Mais quand les taux d'intérêt vont diminuer, ça va peut-être être un produit moins intéressant. Vous pourrez alors aller dans d'autres choses parce que vous ne perdez pas votre capital dans cash.to. Vous pouvez le vendre quand vous voulez. Mais bref, en gros, là, puis c'est la même chose pour Marika avec sa question. En bas de 3 ans, assurément pour moi, ça devient difficile d'avoir des actions, des obligations. J'irais plus dans un produit avec le capital protégé. Entre 3 et 5 ans, on peut avoir beaucoup d'obligations, un peu d'actions peut-être. Et en haut de 5 ans, moi, je suis confortable pour aller avec des produits clairement 60-40 ou 80-20 si l'objectif, c'est d'acheter une maison. Puis il y en a même qui vont, là, en haut de 5 ans, il y en a même qui vont avec des produits 100% actions. Ça dépend, bien sûr, rendu là, de votre tolérance au risque. N'oubliez pas aussi qu'avec le CELIAP, tout ce qui est retour d'impôt, vous pouvez le reporter à un moment où votre salaire va être plus élevé si votre salaire en ce moment est un peu plus bas. Je disais la même chose à Marika, à Alexandre et que j'ai dit à Mathieu tantôt, c'est bravo. Donc, elle est à l'université et elle gère déjà ses finances. C'est exceptionnel pour moi. Ça part bien la vie financière, on va dire. Question numéro 4, c'est Mathieu encore, mais un autre Mathieu. Donc, il me disait qu'il avait découvert mon podcast la semaine passée, puis il dévorait. Il a écouté 20 épisodes en une semaine. Il y en a qui sont craqués, c'est super. Je suis un peu de même, mais 20 épisodes en une semaine, c'est quand même bravo. Donc, il me disait bravo pour ta vulgarisation puis ton absence de prétention. Merci Mathieu, c'est super apprécié. Donc, la question qu'il avait, il disait qu'il était investi pour du long terme dans VSP depuis un certain temps. Il sait que c'est un fonds qui est hedgé au dollar canadien, mais sans vraiment comprendre la différence avec VFV. Donc, VSP suit le SP500, mais l'argent est hedgé au dollar canadien. Je vous explique un peu c'est quoi après. Donc, il aimerait mieux comprendre l'impact de prendre un ou l'autre selon la variation de la devise et la durée de l'investissement. Donc, je disais justement à Mathieu, 20 épisodes en une semaine, t'es une machine. Et je notais sa question parce que j'en ai pas encore parlé sur le podcast. Donc, VSP, c'est hedgé. Ça veut dire que la différence de prix entre l'argent canadien et l'argent US va pas influencer le rendement. Dans le cas de VFV, si le dollar américain monte, mais les rendements vont être légèrement influencés. Puis si la valeur de l'argent américain, du dollar américain baisse, ben les rendements vont être influencés aussi. Donc, en gros, quand ton FNB est hedgé en canadien,
ben, la variation entre le dollar canadien et le dollar américain va rien changer à ton rendement. Alors que si c'est pas hedgé, ben là, la variation de valeur entre les deux dollars vont influencer ton rendement. Donc, je disais, est-ce que c'est trop court comme réponse ou c'est correct? Et là, Mathieu m'a envoyé l'image de Homer Simpson avec le petit singe qui joue du tambour dans son cerveau. Puis il me dit, c'est moi en ce moment, en riant. Donc, j'ai dit, bon. Donc, j'ai répondu, re-salut Homer. Donc, en gros, pour un même indice, on prend le SP500 là, pour aller avec le FNB qui proposait. Dans le premier scénario, que tu prends le VSP, donc le FNB hedgé, couvert en canadien, ce FNB-là va faire mieux si le dollar canadien se déprécie et il va faire moins bien si le dollar canadien s'apprécie par rapport au dollar américain. Dans le deuxième scénario, pour les FNB en dollars plus américains, donc en fait, c'est en dollars canadiens, mais il est non couvert, il est non hedgé, donc VFV par exemple, qui suit le SP500, bien au contraire, ce FNB-là va surperformer lorsque le dollar canadien va s'apprécier et va sous-performer lorsque le dollar canadien va se déprécier. Donc en gros, ça dépend si tu penses que le dollar canadien va s'apprécier par rapport au dollar américain ou non. Selon ce que je lis, en fait, au moment de répondre, le dollar canadien était super bas à l'époque par rapport au dollar américain. Donc, à court terme, je lui disais que c'était peut-être une bonne chose d'être hedgé en canadien, donc dans le scénario 1 avec VSP. Mais je lui disais que personne n'a de boule de cristal et justement, depuis ma réponse il y a plusieurs mois à Mathieu, ben, le dollar canadien a repris de la valeur. Donc, sur un site que j'ai partagé le lien, on suggérait que sur le long terme, la version non hedgée, donc VFV, a mieux performé que VSP, mais que le temps devrait habituellement faire en sorte que ce soit pas mal égal. Donc, si c'est du long terme, ma réponse à Mathieu, en gros, ça ne change pas grand-chose. Si moi, je commençais demain, pour 30 ans, j'irais probablement avec VFV parce que le graphique montre que, bon, dans les dernières années, VFV a mieux fait, mais tu es loin de te planter, Mathieu, avec VSP, selon moi. Ce n'est pas un conseil, je rappelle, c'est l'opinion d'un gars dans son sous-sol avec un petit micro. Question numéro 5 vient de Pierre-Olivier Short and Sweet. Donc, bonjour, pourquoi plusieurs Canadiens décident d'investir dans VFV s'ils paient l'impôt de 15% sur le dividende? Est-ce qu'il y a un FNB en dollars canadiens qui réplique le SP500 avec lequel c'est possible de payer zéro impôt dans un CELI? Donc, je disais, salut Pierre-Olivier, c'est impossible d'avoir un FNB qui contient des actions américaines et qui paie des dividendes sans être imposé à 15% sur celui-ci. La seule façon de le faire, c'est dans le REER US. Donc, que ce soit un FNB canadien ou américain, donc que tu achètes le FNB dans un CELI canadien sur ton compte de courtage ou que tu achètes un FNB américain dans ton compte de courtage CELI US, tu vas quand même payer des impôts de 15% sur le dividende. Donc, si tu as un dividende de 2%, tu vas payer 15% de 2%. Dans les deux cas, le retrait est effectué à la source. Donc, tu vas recevoir un montant dans ton encaisse. Ce montant-là est déjà imposé. Tu le vois un peu moins passer dans un FNB, mais c'est la même chose que si tu avais une action individuelle. La seule manière que j'ai entendu parler qui était possible d'éviter ces frais-là, c'est lorsque le dividende est automatiquement réinvesti, je pense, mais je ne suis même pas sûr à 100% de ce que je vous dis là. Il y avait le FNB Horizon qui proposait certains FNB avec un réinvestissement automatique, même du capital, mais ces FNB-là ne peuvent plus faire nécessairement ce qu'ils faisaient à l'époque. Dans tous les cas, je pense que le nerf de la guerre, c'est de ne pas s'arrêter à 15% d'imposition sur des dividendes de 1,5% pour le SP500, donc 15% de 1,5%. C'est d'ailleurs pourquoi il y a plusieurs compagnies qui optent maintenant davantage pour le rachat d'actions plutôt que les dividendes parce qu'il y a moins de pénalités fiscales pour la compagnie et également pour les investisseurs. Donc, la seule façon d'éviter l'imposition de dividendes de compagnies américaines, c'est de détenir ces compagnies-là ou ces FNB-là dans un REER US. Par contre, il faut penser aux frais de conversion. En transférant votre argent de Canadien à US pour investir sur ces FNB-là ou les actions, vous allez payer des frais de conversion qui vont directement influencer votre rendement total. La façon de contourner ces frais de conversion-là, c'est la méthode Norbert-Gambit que je vais parler dans l'épisode 13 des abonnés. Et dans ce cas-là, ça peut être super avantageux d'investir dans le REER US, mais sinon, pour tous les autres comptes que vous allez investir, que ce soit CELI, CELIAP,
non enregistrés, etc., régime par études, tout ce qui vient des États-Unis, vous allez être imposé à 15% sur les dividendes. J'ai parlé des rachats d'actions. Je me suis mis une petite note là, parce que j'ai préparé... En fait, j'ai répondu à Pierre-Olivier il y a plusieurs mois et il y a quelques semaines, j'ai entendu que les rachats d'actions de compagnies canadiennes allaient peut-être être taxés à 2%. C'est pas encore officiel, mais j'ai entendu ça à travers les branches. Donc, peut-être que les rachats d'actions pour les compagnies canadiennes vont être moins intéressantes dans quelques années. Donc, c'était la fin des 5 questions d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore pour votre soutien et on se dit à mardi prochain pour le prochain épisode régulier du podcast. Ciao, ciao!